Pour ne rien rater de nos programmes, n'oubliez pas de vous abonner à nos 2 chaînes YouTube, le Média TV et le Média 24/7, et d'activer la cloche. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur Le Média pour le récap, votre rendez-vous quotidien d'actualité. Du lundi au jeudi, on revient sur un sujet sans filtre et sans langue de bois. Pour ne rien manquer du récap, abonnez-vous à notre newsletter. Chaque jour, recevez gratuitement notre condensé d'actualité et toutes les nouvelles du média directement dans votre boîte mail. Rendez-vous sur lemediatv.fr/newsletter. Le récap épisode 38, c'est parti. Jean-Luc Mélenchon, à ce stade, ce n'est plus seulement un homme politique, c'est un boxeur sous stéroïdes. Faut voir ce qui se prend en permanence dans la tronche. Tout le monde l'enchaîne et lui, il encaisse les coups sans bouger, il est droit dans ses bottes, fidèle à sa ligne politique. Dès qu'il peut, il décroche quand même un petit crochet du gauche à ceux qui l'attaquent et en général, il n'est pas du genre à se louper. Et alors, il ne quitte jamais le ring, là où d'autres fuient, trahissent ou se couchent. Alors, ok, il est colérique, c'est indéniable, excessif probablement, dur sans doute, parano souvent, mais dans le contexte politique français d'aujourd'hui, est-il sur ce terrain-là si différent des autres grands leaders politiques ? Je ne pense pas. Sauf que dans la tempête, face à l'extrême droite qui dévore de plus en plus l'espace politique, lui tient bon et ne lâche rien. Lui. Pas les autres, en particulier dans les sphères de gauche. Depuis quelques mois, les attaques dépassent la joute politique. Mélenchon est la cible à abattre, l'homme dont tout le monde veut la tête, de la gauche molle à l'extrême droite. Pour tous, un enjeu, la diabolisation coûte que coûte. À ce jeu-là, tout le monde tente sa chance et dernièrement, c'est Alain Jakubowicz qui a décroché la timbale de l'indécence en comparant le leader insoumis à Joseph Goebbels, criminel et dirigeant nazi parmi les plus proches d'Adolf Hitler. Ça raconte l'histoire d'un mouvement fasciste. Un mouvement fasciste évidemment. Enfin, je veux dire, honnêtement, toute proportion gardée, pour moi, je vois un parallèle, je sais que je vais me faire rentrer dedans, mais c'est pas grave, entre Mélenchon et Goebbels, le ministre de l'éducation du peuple et de la propagande. L'homme tout-puissant que le peuple doit suivre. Enfin, je veux dire, c'est fascinant et en même temps, ça fait froid dans le dos. Alors, n'espérez pas de contradiction sur le plateau, il n'y en a pas eu. Il faut attendre le lendemain pour que la journaliste rectifie le tir avec cette déclaration sur l'antenne de BFM. Si je voudrais également vous dire un mot de ce qui s'est joué hier soir, à la toute fin de l'émission. Notre invité, Alain Jakubowicz, a émis un parallèle entre Jean-Luc Mélenchon et un dirigeant nazi, Joseph Goebbels. À tout autre moment de l'émission, mes chroniqueurs et moi-même, nous aurions immédiatement réagi et nous aurions pris le temps d'exprimer notre désapprobation, de lui dire qu'il ne pouvait pas dire une chose pareille. Je voulais prendre le temps donc de le dire ce matin. Je suis toujours d'une extrême vigilance autant que possible à ce qui se dit et ce qui est exprimé en direct. L'émission était déjà terminée, nous devions rendre l'antenne, je le regrette évidemment. BFM TV et l'ensemble de la rédaction ne peuvent pas cautionner de tels propos et de tels parallèles. Nous sommes ici profondément attachés à la liberté d'expression, mais ce droit fondamental, il doit s'exercer dans le respect de tous. Comme précisé, Jean-Luc Mélenchon a porté plainte contre le président d'honneur de la LICRA pour injure publique. Il estime qu'il n'est pas la seule victime des propos de Jakubowicz, mais que tout le mouvement insoumis, militants et électeurs compris, a été traité de nazi. L'association estime quant à elle que la France insoumise a jeté la première pierre. Elle mériterait son sort, lit-on entre les lignes, en voyant des fascistes partout, je la cite. La LICRA est pourtant habituellement beaucoup plus soucieuse de la maîtrise de ses propos. D'ailleurs, 3 jours après la passe d'armes avec les Insoumis, la LICRA a été beaucoup moins conciliante. Après les propos d'Ardisson, qui a comparé Gaza et Auschwitz, l'association a condamné dans un tweet la banalisation des comparaisons outrancières et le confusionnisme ambiant, je cite. Ajoutant que le nazisme et la Shoah ne sont pas l'alpha et l'oméga de toutes les crises nationales et internationales. Visiblement, le vrai problème, ce n'est pas les comparaisons nazies, c'est qui on compare. Vous vous souvenez du bon vieux temps, celui où l'arc républicain, c'était tout le monde, sauf l'extrême droite ? Et bien maintenant, l'arc républicain, c'est tout le monde, sauf LFI. Il n'y a qu'à écouter Retailleau, hier en plein meeting, qui fustige la gauche mélenchonisée, désignée comme l'ennemi. Seul ennemi d'ailleurs. Faut dire que pour lui, taper sur l'extrême droite, c'est à peu près comme se tirer une balle dans le pied. Alors des coups, les amis, j'en ai reçu. J'en ai reçu de toutes parts, de tous les côtés. J'en ai rendu quelques-uns.
Mais les coups que j'ai rendus, je les ai destinés uniquement à nos adversaires. À nos adversaires, les insoumis, la gauche mélenchonisée. Même stratégie chez son adversaire à la présidence de LR, Laurent Wauquiez. Lui était en débat sur BFM face à Manuel Bompard, le coordinateur de la France Insoumise. Et avec lui aussi, on a eu le droit au couplet sur le démoniaque Mélenchon qui, cette fois, prendrait la défense de violeur d'une enfant de 12 ans. Rien que ça. On écoute Wauquiez en plein trip hallucinogène. Je n'ai pas oublié les propos qui étaient dramatiques, tenus par Jean-Luc Mélenchon. Quand il y a eu cette jeune étudiante de 12 ans, une gamine, violée par 3 barbares, qui la traitaient de sale juive, et que Jean-Luc Mélenchon a osé dire « Ah, ces pauvres délinquants n'avaient sans doute pas conscience de faire un crime ». Eh ben moi, c'est tout ce que je combats. Mais n'inventez pas des citations. Pas du tout. Elle était même sur ce... tout le monde pourra vérifier. C'est la citation exacte de Jean-Luc Mélenchon, et là aussi on vérifiera. C'est évidemment faux. Alors on demande l'arbitrage vidéo. Voilà ce que Mélenchon a vraiment dit. En fait, c'est à peu près exactement l'inverse de ce que Wauquiez raconte. Quand il y a quelque chose comme ça qui se passe, il y a toujours la crainte que la surmédiatisation accable davantage la victime, la famille. Et finalement, je pense que c'est bien qu'on en parle beaucoup, parce que c'est un défi pour nous tous. Tous, on s'imagine qu'on est parents, soit de la victime, je pense peut-être que vous avez des gosses, c'est mon cas, soit de la victime, soit des agresseurs. Parce que être le parent d'un criminel, c'est très dur. Or, ces jeunes gens, clairement, ont-ils conscience du fait qu'ils commettent un crime, que le viol est un crime ? Clairement, c'est pas le cas. J'imagine, j'espère. J'espère qu'à 12 ou 13 ans, on n'a pas envie d'être criminel. Donc tout ça est une abomination d'un bout à l'autre. Et c'est bien qu'on soit tous obligés d'y réfléchir. D'y réfléchir et de regarder l'éducation de nos garçons. Parce que dans le conditionnement masculin, qu'est-ce qui conduit à la culture du viol ? C'est une question qu'on doit se poser. Et on doit donc parler avec nos garçons de ces questions-là. On ne doit pas les contourner. Pendant ce temps-là, il y en a qui se la coulent douce. C'est l'extrême droite. Elle profite de l'inversion accusatoire à plein tube. Le diable, c'est plus elle, c'est de l'autre côté de l'échiquier, la prétendue extrême gauche. Sacré coup de force. On rappelle à toutes fins utiles que le Conseil d'État a tranché la question en classant la France insoumise dans la gauche, avec le PCF d'ailleurs, et non dans l'extrême gauche. Dans ce monde à l'envers, plus rien n'a de sens. Comble de l'ironie, le Rassemblement national est de plus en plus souvent critiqué pour sa prétendue mollesse, sa tiédeur. Bref, le RN n'est plus assez faf au goût de certains. Encore ce week-end, quand le député RN Jean-Philippe Tanguy a demandé la dissolution des groupes d'extrême droite suite à la manifestation du comité du 9 mai, dont on va parler dans le récap de jeudi dernier, samedi, une ribambelle de nazillons et autres néofascistes ont défilé dans les rues de Paris pour rendre hommage à l'un de leurs camarades antisémites et pétainistes, mort en tentant d'échapper à la police en 1994. Un défilé fort encombrant pour le RN, à la façade ripollinée, qui lui fait tout pour se démarquer de ces groupes ultra-radicaux et violents. Faut dire que dans le cortège, aux allures de marche martiale, on trouvait tout le gratin de la mouvance, des visages bien connus de la justice et des symboliques qui ne laissent que peu de place à l'interprétation. En avant du cortège, juste avant la tripotée de drapeaux aux croix celtiques, on retrouvait des tambours copiés exacts de ceux utilisés par la jeunesse hitlérienne. Sans parler des tatouages de la même inspiration, des slogans ou encore des saluts bras tendus en fin de manif. Sûrement une volonté de lancer des cœurs à la Elon Musk. Rien à voir avec le Troisième Reich. Mes collègues Lisa Noyal et Lydia Ménez se sont rendus à l'Assemblée ce matin pour savoir ce que les députés ont pensé de ce défilé néofasciste dans les rues de la capitale. On les écoute. Moi, je m'étais exprimé l'année dernière. J'avais demandé à l'issue de cette manifestation chez vos collègues des 4 vérités de France 2 la dissolution de tous les groupuscules d'extrême droite, notamment le GUD. Nous, on a toujours été très clairs. Marine Le Pen, il y a un an, avec notre collègue Jean-Philippe Tanguy, avait écrit au ministre de l'Intérieur de l'époque pour demander la dissolution de tous les groupuscules radicaux, en fait, qu'ils soient d'extrême gauche, d'extrême droite, d'extrême ce que vous voulez, peu importe. Aujourd'hui, ceux qui prônent la violence dans notre pays ne doivent pas être en capacité d'aller à visage découvert ou masqué dans les rues, proclamer leur haine. Et c'est même inquiétant de voir que le ministre de l'Intérieur, passé et présent, en fait, malgré nos demandes médiatiques ou par écrit au ministère, ait fait le choix de ne pas le
de ne pas procéder à la dissolution d'un certain nombre de ces groupuscules. Toujours est-il que le commentaire de Tanguy n'a pas été du goût de toute l'extrême droite. Ça grince sévèrement des dents chez la frange la plus radicale, les plus convaincus des premières heures. L'affreux dessinateur Marceau, sur X, dit tout le mal qu'il pense de l'élu RN, qu'il appelle, je cite, « le gauchiste visqueux déguisé en député de droite ». Sur Braise Info, site de droite identitaire breton, la ligne éditoriale est à peu près la même. On fait juste l'effort de développer un peu plus le propos. Jean-Philippe Tanguy, vous êtes un profanateur de mémoire, lance la rédaction qui estime que le RN n'est rien sans ceux qui le renient. Comprenez les antisémites. Pour elle, la dédiabolisation n'est pas une voie vers le pouvoir, c'est une euthanasie lente. Et ajoute, à vouloir être respectable, vous devenez insignifiant. Décidément, c'est difficile de plaire à tout le monde. Cette critique est de plus en plus récurrente. Même Retailleau s'y est essayé en lâchant sur CNews que, selon lui, le RN était très à gauche. On en avait parlé dans le récap du 16 avril dernier. Sarah Knafo de Reconquête a toute une théorie sur la question. Elle décrit un funeste destin à Marine Le Pen en 2027, malgré son avance dans les sondages. Pour Knafo, Le Pen se banalise. Je pense qu'elle se banalise. C'est ce que dit Jordan Bardella sur le vote RN. Se banaliser. C'est ce qu'a voulu Lionel Jospin quand il pensait être élu d'avance 5 ans avant. Mais alors c'est intéressant, c'est quoi se banaliser, Sarah Knafo? Marine Le Pen ne veut pas parler de grand remplacement car elle estime que c'est une théorie d'extrême droite. Marine Le Pen ne reprend pas la théorie du choc des civilisations car comme elle nous l'a dit ici même au grand rendez-vous, elle ne pourrait pas dans ce cas parler aux Français musulmans. C'est du pragmatisme ou un reniement? Ça, c'est pas du pragmatisme, ça s'appelle de la dédiabolisation. Marine Le Pen décide de se soumettre aux médias, aux mots des médias. Nous, on est beaucoup plus humbles, on se soumet au réel. Donc si on résume l'idée, on évolue dans un monde où la France insoumise est devenue le mal en personne et le RN c'est un peu trop gentillé. L'extrême droite n'a même plus besoin de raser les murs. Elle défile dans les rues de la capitale, drapeau noir levé, autorisé par la justice et protégée par la police de la République. Elle ne cache même plus son fanatisme des heures les plus sombres de notre histoire. Et ce bal macabre ne déclenche pas l'indignation de la plupart des médias. Pendant ce temps-là, les antifas, eux, sont interdits de manifs, menacés de dissolution et systématiquement diabolisés, comme les LAFI. Résultat, dans ce jeu de miroir inversé, ceux qui luttent contre les fachos sont traités comme de vrais dangers. C'est d'ailleurs ça, la grande réussite de l'extrême droite. Elle n'a pas seulement blanchi son image, elle a réussi à noircir celle des autres. La phase finale de la dédiabolisation, ce n'est pas d'être aimé, c'est de faire en sorte que quelqu'un d'autre devienne la cible, de désigner un nouveau démon à honnir. Et ce démon, aujourd'hui, c'est la gauche radicale, les antifas, les insoumis, et tous ceux qui refusent de composer avec la montée de l'extrême droite, comme si c'était un simple détail de l'actualité. Les écolos n'y échappent pas, d'ailleurs. Retailleau les met souvent dans le même sac que l'AFI. Et le résultat est le même que pour les insoumis. Les élus sont la cible de menaces de mort de l'extrême droite. Visé, le député Génération Sébastien Pétavy s'était exprimé à ce sujet sur le plateau de notre contre-matinale. On l'écoute. On n'est pas d'accord, et on peut se le dire. Après, il y a la manière dont on le fait, et il est évident que dès qu'on se retrouve derrière un écran, les choses sont plus simples. Là, la personne qui a écrit ce blog est planquée au Japon, derrière son écran. Donc en fait, on voit qu'il y a quelque chose là-dedans qui devient assez facile. Mais après, mon inquiétude n'est pas tellement de ce que cette personne peut faire en étant planquée au Japon, mais de la manière dont il peut inspirer du monde et avec des personnes qui peuvent être très fragiles, très perdues. Enfin, quand on voit là ce qui vient de se passer à Nantes, on voit bien, enfin, on n'a pas encore totalement les détails, mais quand on voit qu'un jeune avec a priori des troubles psychiatriques peut lire certaines choses, l'influence que ça peut avoir. Donc, en fait, le danger est surtout là. J'ai pu poser une question, une QSG avant la pause parlementaire. Et donc voilà, bon, après, on voit que l'extrême droite, par exemple, n'était pas à l'aise du tout, parce qu'ils ne se sont pas levés, ni M. Wauquiez, lors des questions au gouvernement. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose sur lequel ils ne sont pas à l'aise. Et plusieurs députés d'extrême droite sont venus me voir après la question pour me dire que c'était pas bien que je les ai associés à ce blogueur. Et à quoi je leur ai dit, bon, lui se revendique de vous. Déjà. Et en fait, dans les premières lignes de son blog, il dit qu'une fois que Marine Le Pen sera élue, tous ces problèmes-là seront réglés. Et d'un autre côté, jamais ils sont venus le condamner. À gauche, les seuls qui passent un peu au travers des gouttes de la diabolisation, c'est le PCF et le PS. Souvent au prix de l'union de la gauche, en faisant le choix de hurler avec les loups contre leurs ex-camarades.
L'extrême droite est maintenant la bienvenue et les politiques comme les médias l'invitent à la table des puissants. La France insoumise, toujours plus stigmatisée. En légitimant l'extrême droite, on installe la haine sous nos yeux. Quand l'autoritarisme aura pris son envol, il sera trop tard pour crier au scandale. On poursuit l'actualité du jour, racontée et mise en image par Sarah Duyeux. Et on commence avec les projets de loi sur la fin de vie qui font leur retour à l'Assemblée nationale. La question de la fin de vie fait son retour à l'Assemblée nationale ce lundi. Pendant 2 semaines, les députés vont débattre de 2 propositions de loi. La première, qui fait consensus, vise à renforcer l'accès aux soins palliatifs. La seconde, plus discutée, porte sur l'aide à mourir. Elle permettrait à une personne malade de recevoir ou de s'administrer une substance létale sous de strictes conditions, parmi lesquelles être atteinte d'une affection grave et incurable qui engage le pronostic vital en phase avancée ou terminale, présenter une souffrance physique ou psychologique, et être apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée. Cette loi concerne des personnes qui, malheureusement, vont mourir, qui sont confrontées à une impasse thérapeutique, qui n'en peuvent plus de souffrir et qui, finalement, demandent à disposer de leur droit le plus sacré, la liberté de disposer d'eux-mêmes et de leur destin. Mais certains s'opposent à la création de cette aide à mourir. Le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau, mais aussi une grande partie de la droite et de l'extrême droite. Le vote est prévu le 29 mai. On passe désormais à l'actualité internationale avec le conflit en Ukraine qui s'enlise toujours. Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine pourraient-ils négocier ensemble la fin de la guerre ? Le président ukrainien a appelé à un cessez-le-feu complet dès ce lundi et a annoncé qu'il attendrait son homologue russe en Turquie jeudi pour discuter directement avec lui. Une réponse au Kremlin qui avait proposé des négociations directes avec les Ukrainiens. J'attendrai Poutine en Turquie jeudi, personnellement. J'espère que cette fois, les Russes ne chercheront pas d'excuses. La semaine dernière, Kiev et ses alliés européens avaient réclamé un cessez-le-feu complet et inconditionnel de 30 jours, sans lequel la Russie s'exposerait à des sanctions massives. Mais Moscou a ignoré leur demande. Le Kremlin dénonce ce lundi un ultimatum inacceptable et dit vouloir des négociations sérieuses. De leur côté, les ministres des Affaires étrangères de plusieurs pays européens se retrouvent ce lundi à Londres pour des discussions sur l'Ukraine. On finit avec la Turquie où le PKK, le parti kurde, annonce sa dissolution. C'est la fin d'une guérilla qui a fait plus de 40 000 morts depuis 1984. Le PKK, parti des travailleurs du Kurdistan, a annoncé ce lundi sa dissolution et la fin de la lutte armée contre l'État turc, estimant avoir accompli sa mission. La lutte du PKK a fait tomber la politique de déni et d'annihilation de notre peuple, amené la question kurde à un point où elle peut se résoudre à travers des politiques démocratiques et, à cet égard, a clos la mission historique du PKK. Le mouvement avait été fondé en 1979 par des étudiants de l'université d'Ankara dans le but d'obtenir la création d'un État kurde indépendant. Depuis, il s'est orienté vers la revendication de droits politiques et culturels pour les Kurdes, qui représenteraient environ 20% de la population en Turquie. L'annonce de la dissolution intervient après des mois de tractations. Fin décembre, le leader historique du PKK, Abdullah Öcalan, incarcéré depuis 26 ans, avait été autorisé à recevoir une visite de ses soutiens en prison. Et en février, il avait appelé son mouvement à se dissoudre et à déposer les armes, un premier pas vers la paix en Turquie. Merci d'avoir regardé cette nouvelle édition du Récap. N'hésitez pas à nous laisser vos impressions en commentaire si vous nous regardez sur YouTube ou via email si vous nous regardez à la télé. Continuez à nous soutenir et abonnez-vous à partir de 5 € par mois ou devenez même sociétaire de notre coopérative. Rejoignez-nous dès maintenant sur soutenez.lemediatv.fr. Abonnez-vous aussi à nos 2 chaînes YouTube, Le Média TV et Le Média 24/7 pour ne rien rater de nos nouveaux programmes. Très bonne soirée sur Le Média.